mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast spécial présentation du Dauphiné. Quelques jours après le Giro, on y va, c'est parti, mois de juin, à un mois du départ du Tour de France 2025 à Lille. On est au Dauphiné et ce sera la grande messe de préparation pour ce tour, parce qu'on a un plateau incroyable et on va en parler forcément avec mon compère de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Est-ce que tu es hypé par ce Dauphiné? Ah bah oui, évidemment, c'est un mini Tour de France en fait, vu la start list qu'on a. J'ai l'impression que ils sont tous donné rendez-vous sur le Dauphiné, à en oublier le Tour de Suisse, les pauvres. Ouais, les pauvres. Ouais, quand tu regardes la start list annoncée pour le Dauphiné, très sincèrement, ça fait pas trop envie. Et j'ai même envie de te dire, quand tu regardes le parcours du Tour de Suisse, ça fait pas tellement envie parce que par rapport au Dauphiné, je regardais vite fait le parcours du Tour de Suisse, je me suis dit ça va jouer au contre-la-montre finale en côte, quoi. Ouais, c'est vrai, oui, t'as raison, c'est vrai que je pense que c'est lié à ça, hein, le Dauphiné, ils ont fait un parcours assez homogène aussi, avec deux chronos, avec également des étapes casse-pattes, mais en même temps qui peuvent être tenues par des sprinters, et puis un dernier gros week-end de montagne. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les leaders ont voulu se tester là-dessus. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors c'est vrai qu'on a souvent les leaders du Tour de France qui soit zappaient le Dauphiné, soit il y en a qu'un qui le faisait. Souvent d'ailleurs Pogacar, je crois, le zappait assez régulièrement. Le Dauphiné, c'est pas la première fois qu'il le fait, ou en tout cas il a fait peu de fois, hein. Mais voilà, donc on va voir comment ça va se passer, mais je suis assez curieux de voir même au niveau du fonctionnement du peloton, quoi, parce que ça va être très très tendu. Alors Dauphiné, Jonas Vingegaard en 2023 notamment, il le fait. Mais Poggi, il le fait pas souvent, hein. J'allais te dire, j'ai pas souvenir. Poggi le fait pas souvent, exactement, parce qu'il coupe en fait très souvent après la période des classiques pour revenir notamment au Tour de Slovénie, qui est chez lui. Il est pas sur le Tour de Slovénie, donc là il y a un vrai affrontement. Tu parlais de contre-la-montre, il y en a un seul, hein, au milieu de la semaine. Très rapidement, oui, le parcours, tu parlais de parcours homogène. Je suis totalement d'accord avec toi, il y aura quelques chances pour les sprinters. Alors, première étape à Montluçon, l'arrivée à Montluçon, je pense que ce sera pour les sprinters, mais avec un final quand même. Ouais, c'est exactement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtes. Il y a 7 côtes de 4ème catégorie dans la dernière moitié d'étape, donc tu peux piéger le peloton. Si tu peux piéger le peloton, vraiment là. Exactement. Oui, et si tu as des sprinters, on regardera le plateau des sprinters à la fin, mais si tu as des sprinters qui, on va dire, sont des bons passeurs de boss, tu peux essayer de piéger les grosses cuisses, parce qu'il y a du Joe Milan au départ notamment. Il y a une arrivée à Issoire où il y a une petite côte avant l'arrivée aussi, donc on va voir la deuxième étape. La troisième étape, arrivée à Charentonnet, faut quand même résister dans la première partie de l'étape. Oui. S'il n'y a pas un rythme trop fort, tu peux peut-être éventuellement aller jouer la gagne au sprint à Charentonnet. Et à Mâcon aussi, je crois. Il y a Mâcon. Exact. Alors, la 4ème étape, tu seras le mercredi avec le contre-la-montre, et à Mâcon le jeudi. T'as la 3ème catégorie. Mais ça va monter à 600-700 mètres sur la moitié de l'étape. Donc en fait, si pareil, t'en as qui veulent imposer un gros rythme, on va dire attention. Et puis après, t'auras le dernier week-end avec l'arrivée à Combloux. Ça va donner peut-être des mauvais souvenirs à Tadej Pogacar. C'était sur le contre-la-montre, il me semble, 2023, il craque totalement dans le contre-la-montre de Combloux avec la côte de Domancy. Et puis là, moi, une étape qui me plaît énormément, c'est le samedi, la veille de l'arrivée, le dimanche, arrivé au plateau du Mont-Cenis avec la première catégorie. Alors, je l'ai pas en tête, c'est pas celle qui fait 3 triangles pour résumer. Exactement. Pas 3 triangles. En tout cas, on arrive en sommet. Imagine, 132 km. Tu commences au pied de la Madeleine, tu montes la Madeleine, hors catégorie, tu redescends, tu remontes tout de suite la Croix de Fer, tu redescends, tu as une légère plaine jusqu'à Saint-Michel-de-Maurienne, et après tu montes vers Valménier 1800, un col à 16 bornes à 7% de moyenne, où c'est aussi de la hors catégorie. Moi,
très sincèrement, ça me fait penser au mois de juillet. Ouais, clairement, ça te fait penser au mois de juillet. Puis, en fait, c'est les étapes qu'on attend, en fait. Hein. C'est vraiment, on se dit que ça peut exploser de partout. Et ce qui est bien, c'est ce qu'on disait, c'est ce que tu soulignais aussi, c'est que même les étapes de sprinter, en fait, tu te dis si une échappée est assez sérieuse, on va dire qu'il y a les bonnes jambes au bon moment, elle peut aller au bout. Il peut même y avoir des attaques après avoir repris l'échappée. Donc, en fait, je pense que tu seras jamais tranquille dans ce Dauphiné, hormis le chrono où tu sais, voilà, bon, le chrono, c'est facile. Mais c'est ça qui va être intéressant à voir, je pense. C'est qu'on sait pas trop comment ça va se finir et c'est ce qu'on a pu connaître parfois dans le Giro cette année aussi, je trouve. Oui, et alors en plus il y a les sprints bonification qui seront placés pas si proche de l'arrivée, un peu, il y a une étape où c'est au début de l'étape, la troisième étape le mardi à Charentonnet, le sprint il est après 29 km de course, mais les 29 premiers kilomètres sont très vallonnés, donc est-ce que les favoris vont vouloir s'y jouer quelques secondes? Je sais pas, il y a tellement l'étape du samedi où ça va jouer peut-être à coup de minute qu'on ne sait jamais, mais je trouve que c'est aussi bien bien disséminé sur le parcours, ces sprints intermédiaires. C'était bien réfléchi, et encore une fois, c'est ce qu'on disait après le Giro, c'est les coureurs qui font la course, donc maintenant on va voir. Mais moi, encore une fois, cette étape du samedi avec 3 cols de hors catégorie, c'est un peu ce que je reprochais, oui et non, mais au Tour de France ces dernières années, c'est que pour moi le mois de juillet, c'est la Madeleine, c'est le Galibier, c'est le Tourmalet, c'est la Croix de Fer, c'est tous ces cols hors catégorie qu'on a en France, et je trouve qu'on en utilisait pas assez, et peut-être qu'on va avoir peut-être tendance à y revenir maintenant. Mois de juillet cette année, ça sera pas totalement le cas, mais en tout cas, je trouve ça bien. Si ça se passe bien au Dauphiné et que le spectacle est au rendez-vous, je pense que ce sera coché et que dans les prochaines années, on risque de revoir des étapes similaires. Souvent, c'est des tests un peu de Dauphiné, Paris-Nice. ASO regarde aussi ce qui se passe. Ils sont pas bêtes non plus. Ils ont l'expérience, donc on peut compter sur eux. Alors, en parlant d'ASO, je sais pas ce qu'ils donnent comme prime pour aux grands leaders pour qu'ils viennent. En tout cas par rapport au Tour de Suisse, mais voir parmi les meilleurs coureurs mondiaux un affrontement Pogačar, Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Jonathan Milan au départ, et bien très sincèrement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Dauphiné avec une telle start list au départ. Ouais, mais après, alors au-delà des primes, certainement peut-être, mais c'est aussi le Tour de Suisse. Tu l'as souligné, je crois aussi que quand tu regardes les parcours, si tu te prépares pour le Tour de France, autant faire le Dauphiné parce que c'est vraiment une répétition générale. Au pire, tu craques, tu sais que c'est pas grave de perdre un Dauphiné pour un leader ou pour en tout cas d'autres coureurs qui sont pas forcément pour la victoire finale, mais voilà, moi je trouve que le Dauphiné c'est une belle répétition générale et autant y aller parce que ça ressemble un peu à ce parcours de Tour de France, c'est en France d'une part, tu peux tester et le Tour de Suisse offre pas vraiment, comme tu disais, un parcours similaire, donc c'est toujours pareil, tu vois, tu peux aussi être tenté par le Tour de Suisse si le parcours il ressemble et tu te dis voilà, ok, après un stage, il fallait que je me repose début juin, enfin selon ta forme, donc là je trouve ça pas inintéressant de la part des coureurs, au-delà des primes, je pense qu'il y a aussi cet intérêt du parcours. Et puis on est un mois vraiment avant le départ du Tour. Tu termines ton Dauphiné, tu es 3 semaines avant le départ du Tour, tu peux limite repartir un petit peu en altitude, faire quelques reconnaissances d'étapes du Tour. Là, le Tour de Suisse, tu termines tes 2 semaines. Juin, tu termines tu termines le Tour de Suisse, t'es 2 semaines avant le départ du Tour. T'auras. Mais comme toujours, je crois. T'auras les championnats nationaux. Oui, comme toujours. Souvent, comme toujours. c'est pas, ça change pas. Exactement. Mais voilà, ce Dauphiné a tout fait pour ramener les gros leaders, et on va en parler tout de suite parce que il y a cet affrontement. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, on parlera d'Evenepoel juste après parce que on a tout simplement les vainqueurs des 5 derniers Tours de France qui s'affrontent. Oui, c'est ça. Pogačar, alors maintenant c'est un peu lâcher les lions et puis on va regarder ce qui se passe parce que voilà, les deux ont des très belles équipes, même si UAE, alors voilà, c'est vrai que quand on a vu ce qui s'est passé sur le Giro, on peut se dire que se passe-t-il. Si je me trompe pas, Joao Almeida lui sera sur le Tour de Suisse par contre au niveau du UAE, donc il sera pas là pour le Dauphiné pour soutenir Tadej Pogačar, qui sera accompagné notamment de Marc Soler, si on peut citer Pavel Sivakov en montagne, je parle avec Tim Wellens. Après il y a Narvaez qui sera là avec Nils Paulus et Novak, et Vingegaard pour Pogačar sur le Dauphiné. Pour Pogačar le Dauphiné, oui, et puis pour Visma Lease Bike, on aura un Vingegaard soutenu par un Jorgensen, Walter, Sepp Kuss, Agnes, Tullet et Campenarts, ouais, c'est ça. Donc
je me dis que les équipes sont similaires, il n'y a pas une équipe qui me paraît au-dessus. Maintenant, ça va se jouer entre les deux coureurs. Comment ils vont courir, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, et surtout, est-ce que c'est pour envoyer un message? En fait, ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi est-ce qu'il y aura du bluff par rapport au Tour de France, parce que Vingegaard a déjà remporté le Dauphiné, Pogačar, lui, il a jamais remporté le Dauphiné déjà, et ça fait un moment qu'ils se sont pas affrontés hors Tour de France. Regardez ça, je veux dire hors antenne avant Guillaume. Oui. On se disait c'était Paris-Nice 2023. Paris-Nice hors Tour de France, c'est Paris-Nice 2023, et avant Paris-Nice 2023, c'était Tirreno 2022. Voilà. Donc, et en fait, après, il y a eu des chutes, il y a eu tout ça. Ça c'est vrai aussi, il faut le dire. Exactement. Il y a des chutes qui ont un peu tronqué les préparations de chacun. Et même au-delà de du premier affrontement hors Tour de France, mais depuis Paris-Nice 2023, j'ai envie de te dire que c'est aussi une des rares fois depuis maintenant 2 bonnes années où on a un premier affrontement où les deux sont. Alors, j'allais te dire à 100%, ce sera au Tour. Mais on aura pratiquement du 100% pour les deux, parce que là, en fait, alors Jonas Vingegaard, qu'est-ce qu'on peut en penser? On l'a pas vu depuis son abandon à Paris-Nice, donc à voir. Et puis Pogačar, on l'a pas vu depuis tout simplement sa victoire à Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà. Après c'est pas assez habituel, c'est pas comme si on était surpris de voir ça, parce que souvent les coureurs du Tour de France, encore plus les grands leaders, ils sortent de stage et ils sont en forme. Ouais, il y a que Pogačar qui a fait exception ces dernières années, mais sinon avant c'était que des stages en avril, mai, même au mois de mars, rappelle-toi, même il y a 15-20 ans en arrière, on les voyait pas, à part sur le Tour de France quasiment, j'exagère un peu, mais c'était quasiment ça. Donc là voilà, il y a que Pogačar qui a un peu balayé ça, et maintenant. En plus, ce qui va être intéressant, je trouve que au-delà de Vingegaard, Pogačar, il y a aussi ce qu'il y a autour. Alors évidemment, c'est les deux ultra favoris. Alors on mettra Evenepoel, on en parlera plus particulièrement après. Mais tu vois, la start list, quand on parle de Carlos Rodriguez, Lenny Martinez, on peut citer il y a qui aussi comme gros leader. Enric Mas, Enric Mas par exemple. T'as Santiago Buitrago, t'as Carlos Rodriguez, tu en as parlé. Max Poul, Romain Bardet, il faudra voir comment ils sont, dans quel état ils sont. Oui. Il y a Bourman chez Cofidis. Alors voilà, je parle un peu des seconds couteaux, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même à chaque équipe a son leader, donc ça va être intéressant de voir comment ça va fonctionner. Il y a Florian Lipowitz, on l'a pas cité, oui, j'ai oublié. Ça va faire partie des outsiders, Florian Lipowitz, parce qu'il a brillé en mars sur le Paris-Nice, et je crois qu'il doit faire il fait pas deuxième, il me semble, Florian Lipowitz, il se fait battre par Jorgensen. Tu vois, quand on parlait de l'accompagnement de Vingegaard, il y a le vainqueur de Paris-Nice seulement qui est avec lui. Donc, c'est ça, bien sûr, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est aussi de voir, parce qu'il y a aussi les outsiders qui sont là, et on sait qu'une course, ils jouent pas qu'à deux, quoi. Donc ça va être intéressant, si tu vois, si un Pogačar attaque, qui peut aider Vingegaard, est-ce qu'ils vont l'aider? Enfin, c'est bien, ça va être est-ce que par rapport à ce qu'on va voir sur le Tour de France, on aura un premier aperçu, et ça c'est assez excitant. Ouais, Lipowitz, c'est bien ça, deuxième de Paris-Nice, ça avait fait quatrième du Tour du Pays Basque. Mais vraiment, en fait, cet affrontement Pogačar-Vingegaard, moi, je trouve que ça va polariser la semaine, et c'est ce qui rend ce Dauphiné assez incroyable, c'est qu'on va avoir un mini Tour de France sur une semaine. Est-ce qu'on va en ressortir des certitudes à la sortie à la fin de ce Dauphiné? Je sais pas je sais pas dans quelle proportion ils vont se cacher à un moment donné. Peut-être que l'étape du samedi, il sera impossible de se cacher avec 3 hors catégorie. Ah oui, donc ça c'est sûr. Après, je sais pas, tu vois, si par exemple un Vingegaard lâche Pogačar, c'est pas pour ça que je vais me dire que Pogačar va perdre le Tour de France. Ça dépendra du message qui est envoyé. Oui. Si en revanche Vingegaard est à la rue toute la semaine, et parce que je sais pas, il est pas bien, tu vois, et que là il un peu comme Evenepoel quand il a eu son l'Amstel où il a vraiment très bien performé, et après il a fait un Liège très très compliqué parce qu'il revenait de blessure. Faudra voir, en fait, là on va juger de la forme, en fait, je pense, plus qu'autre chose. Après, ça sera rien de rédhibitoire, hormis si vraiment il y a un craquage complet, là on pourra s'inquiéter. Je pense qu'on aura des messages, des signaux, mais par contre on pourra pas affirmer, ça y est, quoi, Pogačar ultra favori par rapport à Vingegaard. On restera sur ces deux monstres, et avec Evenepoel derrière, et puis les outsiders derrière. Et puis on n'oublie pas qu'il a abandonné Paris-Nice, Jonas Vingegaard, sur une chute, à cause d'une chute. Ça remonte à loin, j'espère que ça va, parce que ça fait 3 mois. Oui, voilà, c'est pas la même gravité de blessure qu'avait eu Pogačar à Liège-Bastogne-Liège, et c'était il y a 2 ans, il me semble. Oui, c'était il y a 2 ans, exactement. Ou même Vingegaard au Pays Basque. Vingegaard au Pays Basque l'année dernière, exactement. L'an passé, pardon, oui. Oui, l'an dernier pour Vingegaard. Donc enfin un affrontement à 100% entre Pogačar et Vingegaard, ça va être l'attraction principale de ce Dauphiné.
mais il y aura aussi le 3e du dernier Tour de France, Remco Evenepoel. Alors apparemment, on l'annonce avec 1,5 kg de moins qu'à la même époque l'année dernière, où il s'était présenté. Oui, bon, c'est un peu la course au kilo, mais l'année dernière, il s'était présenté au départ du Dauphiné. Il avait fait 7e, il avait remporté le contre-la-montre en milieu de semaine. En montagne, il s'était montré assez lourd, et avant de faire 3e du Tour de France, et on avait dit il aura le temps après le Dauphiné, je m'en souviens très bien, il aura le temps de s'affûter en vue du Tour de France. Il avait fait un très bon Tour de France, où il avait été sur le podium final, et il était rentré sur le podium provisoire dès la 2e étape, avec l'arrivée à Bologne, et c'était la victoire de Kevin Vauquelin, la 2e étape. Donc Dauphiné termine 7e l'année dernière. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser de Remco Evenepoel? Toi, t'en attends quoi? T'en attends qu'il aille chatouiller un peu les deux gros mastodontes des courses par étapes, hein, sachant que la seule course par étape qu'a fait Evenepoel cette année, c'est le Tour de Romandie, où il fait 5e. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais juger plutôt sur le Tour de Romandie, parce qu'en fait, on a vu un Evenepoel qui revenait de blessure, donc évidemment, il pouvait pas être parfait. On l'a vu sur l'étape, donc pour le Tour de Romandie notamment. Il enchaînait après les Ardennaises, hein. Il revenait de blessure, mais il enchaînait après son retour de blessure aux Ardennaises. Exactement. À Thion 2000, il arrive, il fait 11e, donc dans une étape au sommet qui a été remportée par Lenny Martinez d'ailleurs, mais il était en difficulté. Il avait remporté après le lendemain le contre-la-montre de Genève, mais il fait 5e, mais il avait donné une impression de fatigue. Après, c'est vrai qu'il avait enchaîné entre la Flèche Brabançonne, l'Amstel, la Flèche Liège et le Tour de Romandie. Donc en fait, c'est savoir qu'est-ce qu'a apporté ce mois de mai. Est-ce que ce mois de mai lui a apporté un travail de fond? On a vu le plan de communication avec Evenepoel, 1,5 kg de moins, ça y est. Alors, c'est toujours pareil, mais pour tous les coureurs, hein, les gros coureurs, je veux dire, c'est toujours ces plans de communication qui sont un peu annoncés avant les courses. 1,5 kg de moins par rapport à l'année dernière. Attention, ça fait la diff. Oui, non mais évidemment, mais je veux dire, ça me fait toujours marrer parce qu'après, il suffit qu'il chute et on va dire mais en fait il était pas si bien que ça. Enfin tu vois, c'est de la com, mais on aime ça aussi, on vit pour ça aussi. Mais parfois. Evenepoel, t'attends qu'il aille chatouiller Pogačar et Vingegaard? Moi j'attends surtout de voir qu'est-ce qu'il vaut en fait, parce que pour moi déjà il est en dessous, tu vois, en montagne je parle, Vingegaard et Pogačar. Donc voir à quel niveau il est lui déjà. Moi ce que je veux voir, c'est pas sur le chrono, parce que le chrono je sais qu'il va être très bon, mais c'est savoir à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il peut faire en montagne? Est-ce qu'il va être plus proche des outsiders, Lenny Martinez, Enric Mas, Carlos Rodriguez, ou de Vingegaard, Pogačar? Est-ce qu'il aura vraiment un rôle à jouer? Mais c'est pareil, c'est que là on est au mois de juin, on rappelle quand même qu'il a une grosse blessure, il a repris la compétition qu'au mois d'avril, mi-avril, c'est quand même tard, donc on parle d'une préparation tronquée pour un Tour de France, attention, hein, là c'est le Dauphiné certes, mais c'est pas parce qu'il va faire, il remporte le Dauphiné que pareil, il va passer devant Pogačar, Vingegaard, parce qu'attention, le Tour de France, 3 semaines, c'est long, c'est dur, il y a plein de faits de course. Moi je pense qu'Evenepoel aussi, faut être, je dis pas indulgent, mais faut quand même comprendre d'où il vient, tu vois. C'est pas une préparation comme Pogačar, pas comme Vingegaard. Il a une très grave blessure, il revient tard. Moi, j'attends juste de voir quel niveau il a et où est-ce qu'il se situe sur l'échelle des grimpeurs de ce peloton. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que sa blessure, elle est tellement grosse que ce qu'il a eu pendant l'hiver, avec plusieurs fractures. Il s'est fait renverser, on le rappelle, au passage. Enfin, pour ceux qui l'ont pas suivi d'ailleurs, il s'était pris, je crois qu'il s'était pris, c'est une voiture de la Poste, non? C'est un véhicule de la Poste, exactement. Pendant une sortie d'entraînement, multiples fractures. Et il avait dit, il a même hésité à continuer le vélo, tellement c'était dur à revenir. Bon, c'est encore dans le storytelling, même si Evenepoel est plutôt quelqu'un d'assez franc et d'assez direct dans ce qu'il dit. Et puis on peut comprendre dans le sens où lui il a quand même morflé depuis quelques années. Exactement. On se souvient la chute au Tour de Lombardie en 2020 où il tombe dans un ravin, et là franchement l'avoir revu sur un vélo, ça c'est incroyable. Donc pareil, en fait, Evenepoel, il y a eu pas mal d'embûches dans sa progression. Il était annoncé, on se souvient, Remco Evenepoel s'était annoncé comme le grand concurrent de Tadej Pogačar lorsque Pogačar a explosé, parce que quand Pogačar explose sur le Tour de France 2020 et qu'il remporte le Tour de France 2020, Evenepoel explose à ce moment-là chez les seniors. On en attend, c'est sa première année senior, il me semble, et on se dit mais c'est quoi cet ovni, c'est incroyable, et au final il a eu cette chute au Lombardia, il a eu quoi d'autre comme grosse chute, il a eu cette chute là cet hiver, et la progression de Remco Evenepoel pour l'amener
vers les victoires sur les grands tours, elle a été un petit peu freinée. 2020, mais forcément compliqué. Il revenait sur le Tour d'Italie 2021. C'est quoi, il chute aussi, il me semble. Il abandonne sur chute. Non. Oui, il chute Non, en début de parcours. Il y a le Covid une fois pour le Giro, il abandonne. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a le Covid. 2022, ensuite, il se dit, je vais aller au Tour d'Espagne. Et il remporte le Tour d'Espagne. Ça y est, il arrive sur les grandes courses, mais entre guillemets, tu m'excuses, ce n'est que le Tour d'Espagne. Et puis ensuite, Tour d'Italie, c'est là, il me semble, alors il est leader, il abandonne avec le maillot rose en 2023 Evenepoel. Après, il craque, il se fait exploser le caisson dans le Tourmalet par les Visma, par les Jumbo de l'époque au Tour d'Espagne. Donc en fait, il y a eu pas mal d'embûches sur sa progression. Et là, il y a eu cette chute cet hiver. Moi, j'attends vraiment qu'il s'affirme et qu'il aille chatouiller. Il a rien à perdre en fait. De toute façon, Remco Evenepoel, il a absolument rien à perdre. Ah oui. Donc là, il faut qu'il y aille. Le défaut de Remco et c'est le défaut de Quick-Step, c'est son équipe, parce qu'il y a Valentin Paré-Peintre qui est là, mais qui est aussi pareil dans une forme compliquée, puisqu'on rappelle qu'il n'a pas été sur le Giro à cause d'une chute. On a Charman. Ouais, ok. Charman en bon équipier, Vervac en montagne. Louis Vervac aussi, mais je veux dire, c'est quand même assez faible par rapport aux Armada. Et encore une fois, c'est pas reproche, parce que Quick-Step, je pense que ils ont eu leur période dorée, classique, etc. Mais c'est vrai que là, financièrement, face au monstre qu'il y a aujourd'hui, ils sont rentrés un peu dans le rang. Et c'est bizarre pour des gens qui ont connu le vélo comme toi et moi, tu vois, années 2000, 2010, de voir Quick-Step à cette place-là, tu vois, je les situerais presque. Alors, en exagérant un peu, parce qu'il n'y a pas d'équivalent Evenepoel dans cette équipe, mais à Decathlon. Et encore, je me demande même si Decathlon n'a pas un meilleur budget Quick-Step aujourd'hui, tu vois. Mais je veux dire, c'est dans cet esprit-là, tu vois, on est un Quick-Step qui est rentré vraiment dans le rang au niveau budget de ces équipes-là. Donc, je pense qu'ils sont équivalents peut-être à un Ineos, par exemple. Donc, tu vois, c'est vraiment ça qui est bizarre à voir. Et je pense que Remco Evenepoel, il y a aussi cette frustration-là de se dire, au niveau de l'équipe qui l'entoure, je veux dire, il y a des faits de course. Il y a peut-être aussi la pédale, une fois, voilà, la pédale, il a été battu, certes, mais il n'a pas l'équipe non plus pour l'aider dans les moments difficiles. Et ça doit être le plus dur pour lui, je pense. Après, est-ce que, quand tu as deux armadas comme UAE et Visma, est-ce que tu as besoin réellement d'une énorme équipe derrière toi? Je pense qu'à Valentin Paré-Peintre, oui, mais attention, ça ne peut que suffire, si Evenepoel est à un moment donné en difficulté, et puis si Evenepoel est en difficulté, au niveau d'Evenepoel, ce sera juste derrière Pogacar et Vingegaard. Ce sera avec des Lenny Martinez, ce sera avec des Florian Lipovitz, normalement. Je dis bien normalement. S'il craque loin, il aura normalement un Valentin Paré-Peintre pas très loin. Voilà, là il a Valentin Paré-Peintre, voilà, il faudra voir quel niveau il a, mais par exemple la Bahreïn, prenons un exemple d'une équipe, alors pas au budget similaire parce que Bahreïn est bien au-dessus, mais dans les coureurs un peu de manière similaire. Eh bien moi je pense que tu vois, Lenny Martinez qui avec Santiago Buitrago, ce côté co-leader, ça peut aider aussi, parce que ça veut dire que si Martinez c'est lui le leader parce que par au fait de course, il est dans un meilleur temps, bah Buitrago il sera pas trop loin, voire même au même niveau, tu vois, en montagne. Donc, oui, mais sauf que Evenepoel, quand même. Est-ce que représente Evenepoel dans son équipe, c'est pas comparable à ce que représente Buitrago ou Lenny Martinez dans son équipe. Alors, oui, moi ça s'entend, mais je veux dire, quand un Evenepoel est en difficulté, il lui faut quand même quelqu'un qui l'aide, et un Paré-Peintre normalement peut l'aider. Mais je repense moi au Tour de Romandie où Junior Le Serre, alors moi il s'est mis à rouler pour Junior Le Serre. Ok, c'était cool, mais moi je comprenais rien cette tactique, mais bon. Ouais, ça a été un peu bizarre cette tactique, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est des moments comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe. Voilà, moi je suis toujours embêté parce que je sais pas s'il restera toute sa carrière chez Quick-Step, mais j'ai l'impression qu'ils ont raté un truc et que ce virage des courses par étapes, ils l'ont pris un peu tard. Tu vois ce que je veux dire, avec les arrivées de Landa, Paré-Peintre, depuis qu'Evenepoel est là. Donc c'est dommage. Après, le problème pour le Tour de France aussi, c'est l'abandon de Mikel Landa sur le Tour d'Italie. Alors ça peut être aussi un point fort. Alors je t'avoue que j'ai pas du tout suivi Landa, ce qu'il a eu. Sur le retour de Mikel Landa, il faudrait regarder exactement. Mais est-ce que il va pas arriver avec plus de fraîcheur, Mikel Landa, sur le Tour de France? Alors il avait une fracture d'une vertèbre, si jamais. Donc je sais pas s'il va pouvoir revenir pour le Tour de France, s'il pouvait le faire ou pas. Mais voilà, ça va être compliqué, je pense. Bon, on va bien voir en tout cas. Mais c'est... En tout cas, il a entamé une longue convalescence après le Tour d'Italie, c'est ce qui avait été dit. Longue convalescence, on va voir ce que ça veut dire, ce que ça va donner. Bon, il va pas arriver dans les meilleures conditions sur le Tour de France s'il fait le Tour de France. Après, si Remco Evenepoel est dans les basques de Vingegaard et Pogacar à la fin de la semaine du Dauphiné,
Est-ce que on va peut-être pas forcer le retour de Mikel Landa, mais tu vois, un Mikel Landa qui se refait la cerise même sur la première semaine ou les 10 premiers jours du Tour de France pour arriver en forme à la fin du Tour de France. Peut-être. On va voir. Bon, voilà, on extrapole et on va très loin, mais on va voir. Remco Evenepoel, c'est le 3e larron, c'est le 3e du dernier Tour de France. Un Tour de France qui avait mis tout le monde à sa place l'année dernière, parce qu'on rappelle que Almeida avait fait 4, que Landa avait fait 5. Je fais le classement de tête, hein, donc il me semble qu'on avait du Carlos Rodriguez ou du Adam Yates en 6 et 7, et qu'après, à la 8e place, on avait Matteo Jorgensen, tu vois, vainqueur de Paris-Nice, qu'après on tombait à Derek G 9e et Buitrago 10e. Voilà, c'est le top 10 de l'année dernière. Voilà, il faut juste remettre ça. Evenepoel, ça va être la capacité à aller tenir le plus longtemps possible Pogačar et Vingegaard. Réponse, le dossier Evenepoel. On en a parlé très rapidement parmi les stars qui sont présentes sur ce Dauphiné. On parlera de Van Der Poel un peu chez les sprinters, mais chez les concurrents au général, Lenny Martinez, on va en parler avec les Français. Florian Lipowitz, l'Allemand de la Red Bull Bora, c'est un petit peu avec... Alors, Maxime Van Gils aussi, il y a aussi, hein, tu vois, donc... on va voir un petit peu ce que ça va donner. Carlos Rodriguez à la Ineos. Moi je dis attention à Magnus Sheffield. Magnus Sheffield qui avait remporté la dernière étape de Paris-Nice et qui avait fait 4e du général et qui semble petit à petit se tourner vers les classements généraux. Donc je me dis un petit focus sur Magnus Sheffield, on va bien voir. Toi, est-ce que tu vois d'autres concurrents en général? Buitrago qui sera avec Lenny Martinez. Bon, après, on les a un peu cités, j'en ai parlé tout à l'heure, mais oui, effectivement. Avec Alex Baudin, ouais, après, il y a dans un autre registre, un peu derrière, on a des Tobias Johannessen, Guillaume Martin, Romain Bardet, Max Poul, à quel point ils ont récupéré du Giro, par exemple. On a du Eddie Dunbar, notamment chez Adjaïko. On aura aussi, qu'est-ce qu'il y en aura, après, c'est Mathis Rondel aussi à surveiller. Bon, on peut parler des Français après, mais notamment. On fait la transition avec les Français tout de suite. Parce que on les a, les Français, nous, les concurrents, comment dire, il y a la matière aujourd'hui. Les concurrents en général. Les possibilités. Ouais, c'est sûr, par rapport au Tour d'Italie, on va plus regarder les Français. Le premier, alors tu as parlé de Mathis Rondel, on va le mettre un petit peu après. C'est Lenny Martinez, forcément. Bien Lenny sûr. Martinez. Quand il est arrivé dans l'équipe Bahreïn en début de saison, on avait dit Tour de France, vous inquiétez pas, restez tranquille. On va peut-être attendre un petit peu. Et là, il se retrouve en co-leader avec Buitrago et Lenny Martinez. Sincèrement, il fait 2e du Tour de Romandie avec sa victoire à Thuin 2000, il fait 5e au Tour de Catalogne. Bon, alors à Paris-Nice, il fait 24e, mais bon, on va mettre de côté un petit peu Paris-Nice, il avait quand même une victoire d'étape à la côte Saint-André. Sincèrement, Lenny Martinez, moi j'attends qu'il joue le top 5 au Dauphiné. Ah oui, je pense que ça doit être un très très bel objectif. Lenny Martinez, je pense que ce qui était peut-être vraiment sérieux de la part de Bahreïn, c'était de lui dire, voilà, pour le prochain Tour de France, tu viens d'arriver, t'es jeune, tu vas jouer les étapes en fait sur le Tour de France, le prochain. Et là où c'est intéressant, c'est que Lenny Martinez a été chercher aussi sa place de co-leader, notamment sur Paris-Nice. Alors il y a cette victoire d'étape, mais aussi parce qu'il y a aussi cette erreur de sa part. C'est la bordure. Il se fait prendre la bordure à Berletan le vendredi. Exactement, et puis on voit qu'il a quand même progressé, 5e du Tour de c'est le Tour de Catalogne ou le Tour de Romandie, je sais plus c'est lequel, il y avait aussi des bordures et il a pris la bonne bordure. Je crois que c'est le Tour de Catalogne. Ouais, Tour de Catalogne. Et il avait appris, donc c'est ça qui était intéressant. On a vu aussi son mano à mano face à Joao Almeida à Thuin 2000 au Tour de Romandie qui était très intéressant à voir par rapport à la maturité qu'il a prise aussi, parce que Almeida, c'est pas le perdreau de l'année, puis surtout il est assez malin. Almeida, c'est pas un coureur qui se laisse facilement avoir. Donc là, Martinez a très bien joué avec lui. Donc franchement, je suis impatient de voir ce qu'il va donner. Et puis le top 5 pour moi c'est un très bel objectif. Ça va être difficile à aller chercher parce que il y a quand même la concurrence. Oui. Mais et puis après l'avantage de Martinez, c'est qu'il fait aussi des très bons progrès en chrono, donc il perdra peu ou pas beaucoup de temps. Je parle pas par rapport aux monstres, mais je parle par rapport aux autres de sa catégorie. Donc voilà, c'est ça qui va être intéressant à regarder. On va dire qu'au niveau du chrono, Lenny Martinez, il est pas du niveau d'Evenepoel. D'ailleurs, on va voir ce que Pogačar et Vingegaard vont donner par rapport à Evenepoel. Ce sera intéressant. Et moi, Lenny Martinez, aujourd'hui en contre-la-montre, je le mets juste derrière Pogačar et Vingegaard. Vraiment, juste derrière. Parce que par rapport à Henrik Mas, il peut lui coller tempête à Henrik Mas sur un chrono. Tu vois, par rapport à des gars comme ça, même à un Guillaume Martin, il peut lui coller pas mal de temps. Ah oui. Oui, bon, je prends peut-être pas le bon exemple en fait, mais
Mais oui, je vois ce que tu Non, veux mais dire. vraiment, Non, mais même évidemment, Carlos Enric Rodriguez, Mas, il peut lui coller du temps. Lipovic aussi, il peut aussi, lui mettre un peu de temps. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il a cet avantage-là d'être bon chrono et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça en Oui. France. Et vraiment, le top 5, je pense que même lui se le donne comme objectif, Lenny Martinez. On va voir ce que ça va donner, mais son année 2025, elle est vraiment très intéressante parce que, bon, vraiment en Paris-Nice, hein, quand il se prend et en fait, ça va lui servir, je pense, la bordure qu'il a prise à Paris-Nice. Il est vainqueur de l'étape précédente, il est 5e du général. On se dit, il va vraiment jouer la victoire finale sur ce Paris-Nice. Au final, non. Il se prend une énorme soufflante par la direction de Bahreïn. Et derrière, il réagit avec ce Tour de Catalogne, ce Tour de Normandie. Il faut pas oublier la 4e place à la Flèche Wallonne aussi. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie, mais oui, tout à fait. Mais c'est une preuve de la progression de Lenny Martinez. Donc on va voir, double casquette avec Santiago Buitrago, gestion de la pression sur le Dauphiné, une course à un mois du Tour de France en France, avec toute la pression des médias et du public qui va suivre Lenny Martinez, mais qui est un peu désigné comme celui qui va porter le cyclisme français sur les courses par étapes dans les prochaines années. On va voir, parce que chez Decathlon G2R, il y a Paul Sexas aussi qui est aligné. Mais en tout cas, Lenny Martinez, on en attend forcément énormément. Mais ça va pas être le seul français. J'en parlais, Paul Sexas, Mathis Rondel, des jeunes français qui sont là. Mathis Rondel peut-être un petit peu en retrait, mais qui est le leader de la Tudor sur cette course par étape, parce que quand on regarde en tout cas leader ça, au départ, ouais, tout à fait. Mathis Rondel, en fait, il a fini 9e au Tour de Romandie, c'est son gros fait notable cette saison, on va dire au niveau World Tour, parce qu'après il a fait des courses Pro Series, mais sur le Dauphiné, en fait, moi j'attends de Mathis Rondel qu'il soit pas largué, et un Mathis Rondel 15e avec cette start list, pour moi, sera un très bon résultat. Oui. Parce que Mathis Rondel, oui, est peut-être un peu moins talentueux qu'un Lenny Martinez, c'est une évidence, mais il progresse énormément. Il faut pas oublier qu'il a que 21 ans et que c'est un coureur qui est pas passé par les cases habituelles, on va dire. Donc là, vraiment, il est aussi encore en train d'apprendre. Donc il faut être un peu plus patient, je pense, avec un Mathis Rondel qu'avec un Paul Sexas, par exemple, ou avec un Lenny Martinez. Donc ouais, je suis vraiment, si Rondel nous fait un top 15 ou alors même une victoire d'étape et puis il finit 45e, voilà, Dauphiné très réussi pour lui, donc voilà, à suivre. Et ouais, après évidemment, enfin moi je suis à la transition pour toi, mais Paul Sexas, voilà, qui a annoncé co-leader aussi de la Decathlon H2R à 18 ans avec Clément Berthet. Alors c'est soit il y a un grand optimisme, soit, c'est ma théorie, mais ça tu me dis si je m'enflamme, c'est que ça sent peut-être bon pour la Vuelta cette année déjà pour Paul Sexas. Ah ouais, oui. Bah écoute, Pogačar, je serais curieux de savoir à quel âge il a fait le... Alors attention, pas de comparaison avec Pogačar, je sens les commentaires venir. Non, tranquille. À quel âge Pogačar a fait le Tour d'Espagne 2019 ? Il est né en quelle année lui ? 98. Donc 21 ans. 21 ans. Mais c'est pas le même. Ouais, mais attention, le cyclisme a changé, Guillaume. Oui. À 20-21 ans, parce qu'il est du 21 septembre, donc sur la fin de ses 20 ans. Oui, après 3 semaines, c'est autre chose à gérer, mais ça c'est vrai. Mais le programme de base de Paul Sexas, faut qu'on s'en souvienne quand même, parce qu'il avait plein de, c'était le Giro des Gines, non, c'est ça. Voilà, notamment, et c'était devait être le point d'orgue. Il le fait pas, et enfin il l'a pas fait notamment du coup. Et c'est vrai que moi je vois que dans ce programme, le Tour des Alpes, on va sur le Dauphiné pour voir. Il y a le Tour de l'Ain qui est annoncé après début du mois d'août. Oui, c'est ça. Mais faut voir. Après, je m'enflamme peut-être, et puis t'as certainement raison que c'est peut-être un peu trop tôt, mais quand tu vois ce qu'il a montré, moi, en fait, encore une fois, je préfère qu'on les envoie à 18 ans sur une Vuelta et qu'on dise, ok, pas de classement général. En revanche, joue des étapes, joue de temps en temps, et que, comme sur le Tour des Alpes, où il s'est effondré, je crois, sur l'avant-dernière étape, sous la pluie, là, où il a fini très loin, et puis il a perdu sa position générale. Mais quand tu regardes sa semaine, il fait 4 top 3, 3 top 3, pardon. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et donc là, on parle d'un coureur de 18 ans, là, tu peux dire, ok, semaine réussie. Tu dois pas attendre d'un coureur de 18 ans qui soit déjà, top 3 du général. Donc, si tu dis Vuelta, moi, je suis plutôt favorable. Après, faut voir qu'est-ce que tu veux avec lui, parce qu'évidemment s'il joue général 2 semaines et puis qu'il craque sur la fin, pas grave non plus, mais moi je trouve que quand tu gagnes des étapes, tu vas un peu de vent, tu te fais un peu de bouteille, ça peut être intéressant. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur ce Dauphiné, et s'il va aussi pas avoir de malchance, parce que souvenons-nous aussi qu'il a fait l'UAE Tour, il était très bien placé, malheureusement il chute, donc voilà, à suivre aussi comment il gère ça. Mais ouais, Decathlon
qui est sur une année clairement de transition cette année. Voilà, c'est intéressant ce qu'ils font avec Paul Sexas. Ça tombe bien que tu parles de l'UAE Tour, parce qu'il y avait quand même une arrivée au sommet. Jebel Jais, Paul Sexas, il fait 10e. Ouais, Paul Sexas, il fait 10e. Ouais. Et attention, moi je me rappelle très bien cette étape pour avoir regardé. Paul Sexas est devant, je me demande s'il attaque pas même à un moment donné, et il retient derrière en tenant la roue des meilleurs, donc attention. Derrière lui dans ce classement de la journée, il y a Pello Bilbao, il y a Carlos Rodriguez, il y a un Mikel Storer. Attention, on va pas aussi. Enfin, je veux dire, faut pas non plus donner trop d'importance à cette course dans le sens où. Mais c'est sa première course par étape pour le Tour. Voilà, c'est ça. On est en début d'année. On est qu'en début d'année. On est en début d'année pour les autres, mais on est en début d'année pour lui aussi. C'est vrai. Donc, parmi les autres Français à suivre, je me permets, il y a aussi, on n'a pas trop cité, mais c'est du coup pas sur le classement général. C'est Louis Barré de Intermarché Wanty. Je l'avais aussi coché. Alors, c'est pas sur le classement général, mais ça peut être comme un Paul Sexas dans le top 20. Ouais, alors là je te laisse tout seul sur ce côté-là. Alors top 20 sur avec la start list de filet, c'est ambitieux, mais ouais, alors est-ce que je me suis enflammé peut-être un peu. Bon, non, mais parce que moi quand je le vois faire sa campagne de classique, bon, il fait top 25 à Liège et à la Flèche. Il fait 25 et 24 à Liège et à la Flèche. Mais jouer les étapes. Après, bon, en profil de puncher, tu penses dans ces coureurs qui, une fois que le peloton est crémé, va pouvoir jouer la victoire? Exactement, je pense. Ou alors, tu sais, qui tente sa chance à 15 km de l'arrivée sur une petite montée, comme tu disais, par rapport aux étapes qu'on a pu suivre sur ce Dauphiné. Donc, après, j'ai dit top 20, j'ai pas dit... Hein, ok, d'accord. Ouais, mais bon, je veux dire, alors top 20 peut-être sur d'autres années, mais là, avec la start list qu'il y a, c'est quand même... et puis après, sachant qu'il y a Luis Mentiès aussi, donc il va certainement rouler pour lui. Donc, puis sachant qu'il y a des conseillers à aller chercher. Il a quel âge, Mentiès? Attends, je vais voir son âge. 55 ans, je crois. 56 ans, je crois. Non, c'est 33. Il a que 33. Il a que 33 ans, mais j'ai l'impression qu'il en a 48. Ah, mais on l'a vu très jeune, Louis Mentiès. Souviens-toi, il sort du Tour d'Italie. Il fait 18ème du Tour d'Italie encore cette année. Ouais. Ouais, alors lui top 20 il en a fait souvent. Mais pour revenir aux Français d'ailleurs qui peuvent être vainqueurs d'étape, on a du Axel Laurence et Hugo Page aussi également qui peuvent jouer leurs cartes j'allais dire Jordan Gégat, oui, mais Anthony Turgis surtout. Jordan Gégat top 20. le fameux top 20. Écoute, va falloir faire de la place parce que c'est avec tous les coups français que tu veux foutre dans le top 20 des mecs qui sont pas forcément grimpeurs, va falloir que ça craque quand même en face. Attends, parce que... Jordan Gégat dans sa progression, sincèrement, il fait 14e du Tour du Pays Basque, il fait 5e à Oron en Paris, il fait 23e au final. Oui, mais c'est pas les mêmes profils. Je trouve que là, t'es trop gentil. En tout cas, trop optimiste par rapport à ce qu'il y a vraiment. C'est vraiment dur. Il fait 28e du Tour de France l'année dernière. Oui, mais il a fait beaucoup d'échappées, Jordan Gégat. Mais oui, c'est. Non, mais encore une fois, je te dis pas qu'ils vont pas le faire, mais c'est juste que quand je vois la start list, j'y crois moyen, même pas trop, pour tout avouer. Bon, on va bien voir. Bon, on peut ne pas parler des Français. Il faut qu'on parle de Romain Bardet en clair, quoi. Romain Bardet, on peut pas passer à côté au niveau des Français. The Last Dance, évidemment. La dernière course de sa vie, ce sera ce Dauphiné, après le Tour d'Italie où il aura tenté. Bon, bah voilà, Romain Bardet. Alors, il y a un départ d'étape chez lui, à côté d'Issoire. Oui, mais j'ai plus le nom, voilà, magnifique. Tu me redonnes le nom de Brioude, voilà, merci. Ah, la Brioude, oui, tout à fait. Brioude. Bon, tu penses qu'il va aller tenter une victoire d'étape, Romain Bardet, par chez lui, il va attaquer dès le début? Ouais, alors je sais pas comment il va faire, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va le voir, un Romain Bardet offensif, il a rien à perdre. De toute façon, il a rien à perdre, c'est ses dernières courses, c'est chez lui. On connaît Romain Bardet, on connaît son tempérament. On va le voir souvent devant, je pense, ou en tout cas, il va faire au maximum et puis il donnera tout. Et en fait, encore une fois, je change pas mon avis par rapport à notre podcast de fin de Giro. Il a tellement apporté au cyclisme français, il a tellement fait que voilà. Et même s'il gagne pas, s'il est à la rue dans ce Dauphiné, c'est pas grave. Et je retiendrai évidemment comme dernière victoire cette victoire sur le Tour de France. Donc franchement. Moi, c'est presque un barreau d'honneur, tu vois, si je peux dire, pour Romain Bardet. Quoi qu'il fasse, on sera touché, ému, et puis on aura une grosse pensée pour lui sur le dernier week-end, en espérant qu'une échappée à Youbou, pourquoi pas avec lui. Ouais, alors peut-être en une ou deux phrases. Toi, Romain Bardet, il représente quoi dans le cyclisme français? Il représente le renouveau, ce qui nous a fait recroire au cyclisme français dans une période où c'était très très compliqué. Non, mais Romain Bardet, c'est celui qui a remis le cyclisme français sur le devant de la scène quand même. Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours une tendresse pour lui parce que avec Thibaut Pinot, oui, non, évidemment, ils sont liés parce qu'ils ont couru à la même période, mais Romain Bardet, c'était celui quand même sur lequel tu comptais pour le classement général et qui a
et qui a respecté en fait ses engagements, parce que rappelle-toi, on a la même génération toi et moi, donc années 90 pardon, faut que je m'y habitue mais années 90, c'est les réflexes suisses. On avait vraiment des Français qui étaient péniblement top 10 grâce à des échappées. Les années 2000 c'était bien, hein, mais c'était 2000 je dis, mais c'est vrai que 2000 pardon. Et là, quand on arrive en début 2010, on a un Romain Bardet qui arrive et qui en point d'orgue fait deuxième du Tour de France en 2016. Il nous fait d'autres podiums. Il nous remporte des étapes magnifiques sur le Tour de France. On peut penser notamment celle avec Michael Cherel. Enfin, c'est un coureur offensif qui aurait dû avoir un meilleur palmarès, mais qui est tombé à chaque fois sur des monstres aussi. Et ce que je retiens aussi, c'est, tu vois, au-delà de la dernière victoire d'étape sur le Tour de France l'année dernière, c'est aussi sa deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège, parce que c'est ça aussi, Romain Bardet. C'est un coureur qui tente le tout pour le tout. Ça passe pas régulièrement, mais quand ça passait, c'était magnifique. Et pour moi, Liège-Bastogne-Liège l'année passée, c'est le symbole de tout ça. Moi, je me rappelle cette course. Ouais, en face, il avait un monstre, il pouvait rien faire. Mais il avait après les monstres, il y avait Romain Bardet. Eh ben écoute, je trouve que la formulation est magnifique et ça résume très bien Romain Bardet. Tu dis qu'il fait deuxième du Tour en 2016, il fait troisième en 2017 l'année d'après. Oui, une telle régularité quand même au très haut niveau. C'est à souligner. Ça montre le talent de ce Romain Bardet, de cet homme qui était aussi un homme qui a toujours été très droit et je vais pas dire très froid dans ses analyses, mais parce que c'est pas dans la mauvaise froideur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas dans la froideur méchante, c'est dans la froideur peut-être la justesse de l'analyse en permanence, mais c'est un gars c'est un gars qui nous a embarqués. C'est comme Thibaut Pinot. Je pense que Thibaut Pinot, il y avait tout un storytelling avec Marc Madiot autour et compagnie. Blablabla. Romain Bardet, ça n'a pas été comme ça, mais pour moi, je le mets au même niveau que Thibaut Pinot, Romain Bardet. Et vraiment, les deux ont porté le cyclisme français sur les courses par étapes de 2013-14 environ jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à 2 ans. 2022-2023, ouais, c'est ça. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont porté le cyclisme français sur les courses par étapes, parce qu'il y a Julien Lafilippe aussi. Mais voilà, vraiment juste merci Romain Bardet et juste profite bien de ce Dauphiné, profite bien de ta retraite parce que merci. Quoi. C'est mérité. Voilà, c'est mérité. on termine très rapidement, vraiment en bref, ce podcast sur les sprinters. Il y a quelques occasions pour les sprinters sur ce Dauphiné. Les principaux sprinters au départ, Jonathan Milan qui sera en archi favori sur les arrivées massives, Émilien Janière, Paul Penouette au niveau des Français, on fait la transition avec les Français. Axel Laurence aussi, on peut. Axel Laurence, exactement, qui s'impose chez Ineos avec une bonne petite pointe de vitesse. Attention, il a chuté au Tour de Norvège, donc à voir aussi. Alors il est aligné, donc a priori c'est que ça va mieux, mais dans quel état? Parce c'était il y a pas si longtemps le Tour de Norvège, je crois que c'était la semaine dernière, où il a chuté dès la première étape. Donc attention, voilà, faut juste voir dans quelles conditions. Et exactement, il y aura du Pascal Ackermann, du Jake Stewart, du Warren Skjold, Magnus Cort, du Matteo Trentin, du Sam Watson avec Axel Laurence, donc on va voir Sam Watson aussi au niveau de la pointe de vitesse, Laurens Pitty pourquoi pas, et on va voir Edward Tuns. J'ai volontairement sauté un Mathieu Van Der Poel qui finalement, est au départ de ce Dauphiné, malgré sa chute en VTT, malgré sa blessure, ça a été annoncé. Van Der Poel au départ. T'en attends quoi de Van Der Poel, toi, dans ce Dauphiné où il y a des superstars au mètre carré? Ouais, alors pour tout avouer, j'avais un peu oublié qu'il était là. Mais oui, c'est vrai qu'il était là, qu'il est là. Bonne question en fait. Ça va être un peu de savoir dans quelle forme il sera, parce que c'est vrai qu'on a annoncé son forfait pour le Dauphiné pour être bien au Tour de France. Ouais, je suis curieux de savoir comment ça va se passer pour lui, parce que la chute, on l'a tous vu, on a vu que c'était assez compliqué pour lui. C'était fracture du scaphoïde, je me trompe pas, il me semble. Donc je suis curieux de savoir ce qui va se passer pour lui et comment il va gérer ça, parce que moi je trouve que par rapport au profil de Dauphiné, si vraiment il était pas à 100%, autant pas l'aligner quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc en fait c'est qu'il est à 100% et qu'il veut récupérer un peu de caisse peut-être avant le Tour de France, mais sinon je m'attends pas à grand chose pour l'instant de Van Der Poel. Peut-être qu'il nous fera mentir en remportant 2-3 étapes, parce qu'elles sont clairement pour lui dans un Van Der Poel en grande forme. Quand tu vois le profil de certaines étapes, ça peut être pour du Van Der Poel. Le but ça va être tout simplement de faire exploser Jonathan Milan pour ensuite se disputer la victoire. Parce qu'un Jonathan Milan au sprint, il est imbattable.
Alors, imbattable, peut-être pas, parce que Van Der Poel, je pense que ça fait partie des coureurs qui sont hors normes, donc tu vois. Milan, quand même. Ouais, je sais bien. Oui, mais bon, il faut quand même un peu de suspense, Guillaume. Tout n'est pas écrit, mais oui. Il y aura peut-être du Ackermann, favori sur un gros sprint contre Jonathan Milan, peut-être. Oui, Emilien Janière, tu vois, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, grosse progression d'Emilien Janière. Ah, ça, lui, oui. Ouais. Bon. Et pareil, alors on sait que l'année prochaine, il y aura beaucoup de changements. On en parlera, je pense, d'ici la saison. Donc, a priori, plus d'Arkea. Enfin, a priori, au jour d'aujourd'hui, plus d'Arkea et un Total Energy, en tout cas. Avec Ineos, ouais, bon, ça, franchement, voilà, ça reste à voir. C'est pas fait. Alors, c'est pas fait, mais en tout cas, Total Energy aussi, c'est pas fait non plus. Emilien Janière, quand je pense à des équipes comme FDJ qui cherchent tant bien que mal des coureurs pour l'année prochaine, en tout cas des bons coureurs, Emilien Janière, c'est des paris à faire qui peuvent être super intéressants. Et je trouve qu'il y a beaucoup de coureurs français aujourd'hui. On parlait de Prudhomme notamment au Giro. C'est des coureurs comme ça, tu sais, qu'on n'attend pas trop, mais qui progressent bien. Et je pense qu'FDJ, dans sa volonté de reconstruire quelque chose, parce qu'ils se font piller tous les talents, parfois prenez des coureurs comme ça, peut-être 25-26 ans, qui progressent aussi. Et ça peut être des coureurs de demain qui gagnent des étapes Pro Series, mais aussi qui font des petites performances en World Tour. Alors attention, Chouchou Godu a prolongé de 2 ans. Tout à fait. Il a dit que c'est son dernier contrat en tant que leader. C'est ça. Alors, les rumeurs disaient qu'il était contacté par Picnic, notamment, pour remplacer Romain Bardet. Mais Picnic est en danger avec Cofidis, notamment pour le World Tour. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait basculer le côté, je reste à FDJ? C'est quand même une bonne nouvelle pour FDJ, parce que, mine de rien, sur le marché aujourd'hui, et même dans leur formation, un coureur qui peut jouer les grands tours et qui peut gagner des étapes, ou en tout cas faire des places, il y en a pas tant que ça. Et dans le budget de FDJ aujourd'hui, c'est compliqué. Et quand on va en faire un podcast spécial montée-descente avant le Tour de France. On va le faire parce que ça a des incidences sur le marché des transferts et ça aura peut-être des incidences sur le Tour de France aussi. Avec d'éventuels échappés, un Tour de France peut-être plus offensif qu'à l'habitude. Et je me permets d'ailleurs une aparté, Guillaume, je te coupe, mais on peut parler notamment de ça, peut-être un teaser de Dries de Bondt, là, ce qu'il a déclaré hier ou avant-hier. Donc on va juste refaire pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Donc dernière étape au Finistère. Le Finistère, ouais. Finistère, voilà, je vais y arriver. Où donc Carapaz était avec Del Toro, De Bondt était dans l'échappée, il est repris par ces deux coureurs. Et en fait, De Bondt se met à rouler, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'AG2R qui est derrière ou qui est devant, enfin bref, ça n'a aucun sens. De Bondt se met à rouler pour Carapaz, ok, donc il se met à rouler tant qu'il peut, après il décroche, et il dit en interview hier, concrètement, en fait, voilà, je sais pas trop ce que je fais l'année prochaine avec Decathlon, j'ai été voir des équipes pendant le Giro pour savoir si elles voulaient mes services, et puis Seb Van Mark, l'ancien coureur, je crois, si je me trompe pas, qui est donc maintenant directeur sportif chez IF, lui a dit le matin de cette étape-là, à De Bondt, écoute, nous on n'a pas les moyens d'aller dans l'échappée, bon ça aussi c'est pareil, je comprends pas trop, mais si tu y vas et que tu nous files un coup de main pour gagner ce Giro, on pourra repenser éventuellement à quelque chose pour l'année prochaine, sans vraiment dire on t'embauche quoi. Mais De Bondt sincèrement, et De Bondt le dit clairement, et pour le coup ça, alors mais attention, il y a aussi deux choses, parce qu'on va peut-être pas faire le débat maintenant, mais pour moi il y a deux choses. Déjà d'une, c'est au niveau de la morale, on est vraiment à la limite, je trouve. Mais aussi, deuxième chose, il faut se dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que ça a toujours existé. Parce que ça aussi, il faut pas se mentir. C'est la première fois que quelqu'un le dit ouvertement, voilà, mais ça a toujours existé. C'est ça, on est d'accord. Parce qu'en fait, il y a plein de coureurs qui ont soit déjà signé des pré-contrats à l'époque, etc. Et ils avaient forcément des influences à un moment donné, c'est évident. On les voyait pas parce qu'on les apprenait après. Puis il y avait, voilà, mais après le vélo est tellement une science inexacte que c'est difficile à prouver. Mais je veux dire, là, c'est quand même le premier qui nous le dit ouvertement, en mode, ouais, voilà, j'ai roulé parce que, je vais jouer mon petit contrat chez IF l'année prochaine. Mais d'ailleurs, on pouvait se demander ce qu'il foutait dans l'échappée, Dries de Bondt sur une étape de montagne aussi, en plus. Oui, après tu peux montrer le maillot, et puis il avait aussi, il jouait pas, la Fuga, non, par exemple, donc ou les sprints intermédiaires. Tout à fait. Donc tu vois, c'était pas illogique. Enfin, ça m'a pas choqué sur le moment, mais après, immoral certainement, illégal non, je pense. Tu vois, c'est ce fameux truc. Non, bien sûr. Sachant difficile. que depuis cette année, t'es pas obligé d'attendre le 1er août pour annoncer les transferts. Oui, voilà, par exemple. Mais oui, mais après, on savait que même à l'époque où c'était annoncé le 1er août. Mais les pré-contrats étaient signés au mois de mars ou au mois d'avril. Voilà. Même avant, tu dis mars, t'es gentil. Je pense que même, parlons du Caleni Martinez. On le sait depuis janvier l'année dernière, enfin, avant qu'il a signé. Les premières rumeurs, c'était fin décembre, début janvier, je crois. Ouais, donc tu en vois, fait, c'est dès le moment où les équipes commencent à vouloir renégocier les prolongations de contrat, s'ils voient qu'il y a une réticence de la part du coureur, c'est qu'ils savent très bien que les contacts sont pris en amont. Et quand on dit en amont, exactement. T'es une équipe, tu clôt ta fenêtre des transferts, on va dire, pendant l'été.
à la fin de l'été, tu commences déjà à regarder tes transferts de l'année d'après. Mais on peut reconnaître à Dries de Bont l'honnêteté qui lui incombe là-dessus, là, parce que on peut pas lui reprocher. Là, pour le coup, ça c'est honnête. Ça c'est honnête. Oui, très honnête de sa part. Peut-être un peu trop, mais bon. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, parenthèse intéressante parce que oui, c'est vrai que moi ça m'a étonné aussi et écoute, voilà, c'est comme ça. On verra. Par contre, s'il signe pas chez IF. Alors là. Ah bah dommage. Ouais. Bon après il a pas fait gagner le Giro à Carapaz aussi au final, tu vois. Oui mais bon. Ça aussi. Et il a affiché IF sur le devant de la scène. Il va falloir quand même que derrière ça soit suivi d'actes concrets. Si je suis Arkea, je fais peut-être ça avec les gros coureurs. Je tente chez UAE en disant si vous le roulez pour nous pour le Tour de France. Tu vas dire non pas à Pogacar du coup mais je sais pas, à Marc Soler ou je sais pas. À Marc Soler ou à Narvaez ou à Jevine, tu dis les gars si vous voulez un contrat l'année prochaine vous roulez hein. Attention hein. Ou à Total Energy avec les Ineos. Voilà, tu vois par exemple. Ah oui, mais pareil. Jean-René Bernaudot qui va, tu vois, qui va voir. Mais tu rigoles par rapport à ces rumeurs. Alors visiblement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit dans la presse. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que Total Energy fusionnerait avec Ineos. Ce serait une équipe française malgré tout, sous giron français, mais c'est là où il avec les coureurs d'Ineos. C'est ça qui est où le débat et c'est là où les points s'achoppent parce que Ineos, pour résumer, a des gros soucis financiers au niveau du sport. Hein, on le voit avec le propriétaire à Manchester. Voilà, et notamment même l'entreprise, hein, Ineos a des soucis, donc c'est pour ça. Mais en fait, pour l'instant, c'est loin d'être fait, c'est encore en cours, mais c'est loin d'être fait, donc on va voir ce qui se passera. Mais voilà, c'est vrai. Mais je disais ça parce qu'en fait, typiquement, si c'était plus proche qu'on ne le sait actuellement que ce soit fait, imagine au Tour de France, il faut un coup de main d'un coureur de la Total Energy pour un Ineos, pour Carlos Rodriguez. Tu vois, typiquement, là, on part encore sur un conflit d'intérêt. Donc, et moi, je trouve que par exemple là, vu qu'on sait maintenant qu'il y a des discussions entre les deux équipes, enfin entre les deux structures, je suis notre équipe, il y a clairement conflit d'intérêt, hein. Même si ça a toujours existé, avec des accords moraux, avec des amitiés, ça on sait très bien, mais je veux dire, enfin tu vois, là on parle vraiment de choses où oui, il n'y a pas énormément d'argent en jeu par rapport à d'autres sports comme le foot, mais par exemple au foot, il n'y a pas, un propriétaire ne peut pas avoir deux clubs dans la Coupe d'Europe, par exemple. Oui, tu vois. Il y avait notamment entre Toulouse et le Milan AC, vu que c'est Redbird Capital. Là actuellement, il y a Crystal Palace et Lyon, par exemple. Actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en vélo, c'est pas la même chose, puisque là, Total Energy et Ineos ne sont pas encore dans la même structure, mais vu qu'ils envisagent, malgré tout, je pense que je suis une autre équipe, je peux dire, il y a un conflit d'intérêt, et ça serait c'est pas comme si les deux jouaient le classement général du Tour. Hein. Alors, heureusement que non. Mais tu dis ça, mais heureusement que non, parce que ça veut dire que ça pourrait vraiment influencer. En fait. Mais oui, mais voilà. Alors, il me semble qu'il y avait. Alors, on est vraiment en train de dévier. Hein, on est en train de faire un autre podcast, mais il y avait pas un truc avec Evenepoel ou autre aussi. De quoi pour la Red Bull Bora à une époque ou alors. Ouais. Oui, il y a ou une fusion sous le Quick-Step avec une autre équipe. Ah non, oui, avec Ineos, je crois aussi, il y avait ça. Eh ben, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs. Donc tu vois, il y avait du Evenepoel, avec du Carlos Rodriguez et compagnie. Où là, c'est Jordan Jegat qui lance Carlos Rodriguez vers la victoire sur le Tour de France. Jordan Jegat, il va faire top 20, donc il sera forcément pas loin de Remco Evenepoel. Bien sûr. De Remco et de Carlos Rodriguez, je voulais dire. Bien évidemment. Oui, parce que Carlos Rodriguez, bon, après lui, il va falloir qu'il confirme à un moment donné. Bref, on est en train de faire d'énormes digressions. Mais bon, c'est le podcast, c'est le format. Bon, bref, voilà, profitez bien de ce Dauphiné parce que ça va être très plaisant pendant une semaine. Et puis après, on va falloir se mouiller la nuque pour regarder le Tour de Suisse. En parlant de Suisse, le départ du Tour de France Femmes 2026 de Suisse. Et franchement, toi, entre le départ du Tour de France Femmes à côté de chez toi où tu habites aujourd'hui et le départ du Tour Homme cette année, là où tu es né à Lille, et sincèrement, je sais pas ce que tu as fait à Esso. Il va falloir donner la recette. Hein. Alors je sais pas non plus, mais comment pour dire, c'est qu'ils vont même passer dans ma région. Donc alors c'est pas dans le canton de Vaud, c'est le canton assez à côté. Mais ils vont passer près de chez moi. Donc impatient de voir l'année prochaine Evita Musique, Demi Vollering et Stéphane Delcourt, nos amis de Vélo Podcast, dans la voiture. On va pouvoir aller les voir en Suisse directement. Bon bref. FP, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On a fait un gros podcast, plus gros que ce qui était prévu, mais on a toujours des digressions de toute façon. Donc voilà, ça va être un bon petit Dauphiné. Profite bien, FP. Merci, et toi aussi. Puis amusez-vous bien devant ce Dauphiné en espérant une victoire d'étape française et un top 5 de Lenny Martinez. Et un top 20 de Jordan Jegat. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai. Tu rappelles les plateformes ? On va rappeler les plateformes. Merci en tout cas de nous suivre, toujours aussi nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à liker, ça nous aide toujours, que ce soit
soit les vidéos YouTube ou alors sur Podcast Addict, Spotify, Deezer ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre un nombre d'étoiles que vous voulez. Je vous oblige à rien, mais 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc merci beaucoup. Guillaume, je sais pas si tu as les chiffres du podcast ou si je te piège actuellement. Non, mais on était pendant le printemps dans les 10 000 et là on est à pratiquement dans les 10 000 aussi par mois, donc c'est cool, vraiment un grand merci. Et puis ce mois de juin, mois de juillet, on va repartir sur de belles petites bases, donc vraiment c'est cool, un grand merci pour le soutien. Merci à tous, ciao Guillaume, salut à tous. Ciao, bon Dauphiné et à très bientôt.